Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Edouard, comment Vous ça allez va? bien? Mais oui. Et vous? Content d'être là. Stéphane Fuchs, fin stratège en communication et disciple dévoué de Michel Rocard, se fait remarquer par son adhésion à des idéaux progressistes et une approche politique aussi nuancée que réfléchie. À la tête de Havas Paris, il a propulsé l'agence vers de nouveaux horizons en privilégiant innovation et intégrité. Son soutien au nucléaire témoigne d'une vision pragmatique face aux enjeux énergétiques du moment. Bienvenue dans le déclic. Merci Stéphane d'avoir accepté notre invitation dans l'émission du Déclic, donc qui est une émission sur l'écologie. Et justement, vous, quel a été votre déclic en matière d'écologie? Mon déclic est... En fait, je faisais un chantier de nettoyage d'une rivière en Bretagne, à Guéméné-sur-Scorff. Mais je n'avais pas du tout fait ça par réflexe écolo. J'avais fait ça parce que je cherchais un truc sympa, pas trop cher. J'avais 16 ou 17 ans, c'était très très rigolo. Et je me retrouve peu de temps après, ça c'est au mois de juillet, on est au mois d'août, dans une université d'été des jeunes rocardiens, et j'embraye là-dessus. Je me sers de cet exemple, ce qui était une erreur, parce que moi j'avais vraiment fait ça pour le plaisir d'être en Bretagne. Et puis nettoyer une rivière, c'était pas une... Enfin, j'ai appris à me servir d'une tronçonneuse. Et donc c'est toujours utile. Et donc je m'exprime très sûr de moi et très fier de moi pour mon opposition au nucléaire. Et là je me suis pris une leçon par Michel Rocard de pourquoi c'était très con d'être contre le nucléaire. Et au fond ça a été mon déclic. Déclic parce que à la fois l'obligation de réfléchir et pas juste d'être dans l'air du temps. Et c'est pas parce que j'avais passé des vacances avec des gens qui manifestaient contre les centrales que ça devait automatiquement faire de moi un opposant aux centrales, parce qu'il fallait réfléchir aux enjeux qu'il y avait sur l'énergie, le climat, parce qu'en fait, ces enjeux existaient déjà et étaient déjà posés. Et puis déclic parce que la chance d'avoir un type qui m'engueule et qui me dit que je pourrais arrêter mes conneries d'adolescent démago pour réfléchir à comment le monde tourne et à l'usage, à l'utilité du nucléaire, ne pas être forcément un mouton qui suit les autres, mais qui assume de réfléchir à des positions qui peuvent être différentes, à partir d'un raisonnement qui est d'abord un raisonnement scientifique. Mais je remercie Michel Rocard de m'avoir obligé à réfléchir l'écologie et pas à juste la vivre comme un cri du cœur, et donc à conserver les deux éléments, engagement et réflexion. Et si on remontait encore plus le temps, enfant, vous rêviez de devenir quoi? En dehors de pompier et astronaute, je rêvais d'être marin. Mais marin à voile, je suis un voileux. La mer et la voile, c'est un espace de liberté à nul autre pareil. Mais la mer est un endroit où vous voyez très vite les effets de la pollution. Et quand vous croisez à 100 km des côtes les premières nappes de plastique, ou les nappes de fioul, surtout en Méditerranée, que vous voyez de moins en moins de poissons. Votre expérience personnelle fait que vous ne pouvez pas ne pas penser oui, vous et ne pas réfléchir. Inconsciemment. Bien sûr. Jeune, je crois, vous nettoyez justement les rivières. C'était votre tout premier geste écolo ou il y en avait un autre? Non, je ne suis pas né écolo. Et j'étais plutôt, on va dire, comme beaucoup de gens de l'époque, dans une forme d'insouciance et d'inconscience, vivant dans la société de consommation et me préoccupant pas suffisamment, pour pas dire assez peu, des conséquences de ce que je faisais. La seule chose positive, c'est que comme je fumais pas, j'ai pas acheté de mégots. Mais pour le reste, je me suis mal comporté comme tout le monde. Et justement, donc, si vous n'êtes pas né écolo, vous avez un petit péché en écologie? Non, j'en ai 1000. Mais la prise de conscience chez moi, elle était sur le fait qu'en fait, il ne fallait surtout pas dissocier le combat pour la planète et le combat pour l'égalité des chances ou la justice sociale. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait pas de projet de gauche pour un social-réformiste comme moi. Hein. L'avantage quand on a été rocardien, c'est qu'on n'est pas obligé de se renier. On n'est pas obligé de commencer rocardien et de finir à l'extrême droite. On peut commencer rocardien et être rocardien toute sa vie au sens de l'éthique et de la morale que ça représente dans le rapport à la politique. Et il y avait chez lui cette conscience des enjeux environnementaux qui venait d'une conscience scientifique très élevée
et que j'ai essayé de garder, tout en étant souvent en désaccord avec les mouvements écologistes, etc. Pour parler de quelque chose qui existe déjà, que ce soit une loi, une invention, une publicité, un livre, est-ce que vous, si vous deviez choisir, est-ce que vous seriez le père de quelque chose ? Non, on pourrait dire, malheureusement, je serais plutôt l'enfant de quelque chose. J'ai vécu le recul de la popularité du nucléaire dans ce pays jusqu'à récemment comme une défaite du courage, de la raison et de la pensée. Et donc, pendant des années, je me suis employé, là où je le pouvais, à ma place, y compris professionnellement, à défendre l'idée qu'une énergie décarbonée, disponible en permanence, dont on savait de mieux en mieux gérer les effets secondaires et les risques, était évidemment un progrès pour la planète. Voilà, ça a plutôt été, comment dire, une forme de prise de conscience et de combat politique et professionnel. Au gré de vos expériences ? Au gré de mes expériences, mais qui m'a quand même plus souvent conduit à vouloir travailler pour EDF et pour Engie qu'à vouloir faire des campagnes de pub pour les ONG écologiques, même si j'en ai fait aussi, bien sûr. Mais vous, à titre personnel, est-ce qu'il y a un projet, un accomplissement, quelque chose qui vous a marqué, dont vous êtes particulièrement fier ? Non, encore une fois, d'avoir reparlé en publicité du nucléaire comme d'une énergie positive, je l'ai moins porté au niveau de mes gestes personnels. J'ai plutôt été un suiveur qu'un découvreur, on va dire. En 2013, c'est l'affaire Cahuzac. Vous claquez officiellement la porte de votre vie politique en tant que conseiller et communicant ? Non, on a claqué la porte des campagnes électorales. On est une agence engagée, on est des citoyens engagés, et donc on passe notre temps à faire des campagnes, à rencontrer des politiques, à essayer de faire avancer la société. Donc ça n'a pas été la fin de notre engagement, et encore moins du mien. Ça a été la fin de quelque chose qu'il n'était plus possible de faire, et qui était de faire des campagnes électorales. Et est-ce que 10 ans après, c'est quelque chose qui vous manque ? En fait, ça a été tellement libératoire pour nous de nous retrouver à ne plus être sous cette contrainte, sous cette suspicion permanente. Je suis même allé jusqu'à refuser de participer aux appels d'offres du service de communication du gouvernement quand Manuel Valls était Premier ministre, parce que c'était pour nous un piège à la con. Si je gagnais, on disait que c'est parce qu'on était potes et on allait se recevoir. Et si je perdais, on disait qu'on était vraiment tellement nuls que même avec l'amitié du Premier ministre, on n'arrivait pas à gagner. Mais il ne faut pas confondre. La campagne électorale, au fond, ce n'est qu'un bout, ce n'est que le petit bout émergé de l'iceberg de la communication politique. Il est très secondaire et en plus, on est dans un pays qui, n'aimant pas la communication politique, a fait des campagnes électorales, étonnamment, à un moment, non pas qui libère la communication des partis, mais à un moment qui la contraint. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la publicité politique est interdite à la télévision, les budgets des campagnes sont restreints, les médias sont dans l'obligation de faire ce tourniquet, donc vous finissez la campagne électorale avec des pastilles de 20 secondes par candidat, ce qui n'a aucun sens et ce qui ne permet de rien développer. Et donc, bizarrement, en marketing, plus vous vous rapprochez de l'acte d'achat, c'est-à-dire du jour du vote, normalement quand je fais une campagne, plus je me rapproche de l'acte d'achat, plus j'augmente la pression médiatique, puisque c'est une logique dans l'efficacité. Et bien en communication politique, ils ont tous décidé, en étant tellement d'accord, de faire le contraire. Quand je vous entends, vous êtes très passionné, très pris, très investi. Vous êtes vous-même socialiste depuis l'âge de vos 16 ans. Pourquoi toujours avoir fait le choix du conseil en communication et pas d'avoir sauté et franchi le pas et d'avoir fait vous-même une carrière politique ? Au fond, pour deux raisons. Une première qui était que mon côté épicurien ne collait pas avec le métier de politique et que quand j'étais au cabinet de Michel Rocard à l'agriculture, j'ai vu à quel point c'était un métier de chien, ce qui fait que je les admire, mais que je n'ai pas envie de leur ressembler. Et le deuxième, c'est que je trouvais que l'enfermement franco-français, l'absence de créativité, l'absence de temps long, assez bizarrement, les politiques sont dans la réaction à l'opinion, ils font des lois parce qu'il s'est passé quelque chose la semaine dernière, alors que normalement ils sont élus pour 5 ans. Tout ça m'éloignait de ce que j'aime faire. Et dans le conseil aux entreprises,
j'ai trouvé à pouvoir m'exprimer avec des stratégies mondiales, avec des entreprises qui se développent et qui se transforment, avec des projets qui sont portés, avec des gens qui savent que la communication c'est important et qui y mettent les moyens, parce que c'est aussi une vraie différence avec les petits. Vous vous souvenez d'une affiche de la dernière campagne électorale, ou de la précédente, ou de la précédente? Vous les voyez plus. C'est devenu du papier peint. L'expression que j'avais eue, c'était 1% du business, ce qui était vrai, hein, et 99% de nos emmerdes. Mais quel regard aujourd'hui, vous, avec votre expertise et votre carrière en communication, vous portez sur la scène politique actuelle? Je suis sidéré de l'amateurisme, on va dire, qui y règne. Je suis triste du fait qu'il considère à ce point que la communication est une chose secondaire. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Nos politiques vivent avec un logiciel de communication du passé. Ils ont été formés dans les belles écoles de notre République. Ils ont été formés à l'écrit. Ils savent faire une dissertation, thèse, antithèse, synthèse. Ils portent une attention formidable s'ils doivent faire une interview écrite ou une tribune dans un journal, mais ils ne pensent pas l'image. On est tellement dans la culture de l'image que leur amateurisme est sidérant, stupéfiant. Comment est-ce que des communicants peuvent imaginer, sans aucun travail, envoyer un président de la République se faire siffler sur un stade de rugby, alors qu'évidemment il va se faire siffler si vous n'avez pas organisé un minimum les choses. Je défends la démocratie. Au fond, la communication, c'est l'expression d'une compétition. C'est une arme dans la compétition. La communication, c'est ce qui permet de créer de la surprise pour un challenger, d'aller chercher des gens qui n'étaient pas vos consommateurs ou vos électeurs. Quand vous ramenez tout vers le bas, vous égalisez tout, mais au niveau zéro. Et quand ils sont tous nuls, au fond, c'est celui qui crie le plus fort qui va être entendu. Et donc, vous donnez la parole à ce moment-là aux extrêmes, qui, eux, moins eux, sont discriminants. Il se passe quelque chose avec eux. Et à l'époque des formats courts, ils sont dans le format long. À l'époque de l'image, ils sont dans le texte. À l'époque des émotions, ils sont dans la rationalité. Leur logiciel de communication est juste faux. Justement, le socialiste que vous étiez, quel regard vous portez aujourd'hui sur la gauche? Un regard attristé, parce que je ne m'y reconnais pas, on va dire. Je pense qu'il faut porter un débouché aux colères légitimes. Il faut accepter et même promouvoir une forme de radicalité dans la société parce que par moments la radicalité est nécessaire. Je suis un fan de rugby et si vous n'êtes pas radical quand vous faites un plaquage, vous vous plantez. Autant la manière dont la gauche s'est égarée sur un certain nombre de sujets, que ce soit la laïcité, et pour une part aujourd'hui sur le terrain économique, quand ce n'est pas parfois sur le terrain international. Je reviens d'Ukraine, et les positions de certains partis de gauche poutinophiles me laissent pantois. Comment est-ce qu'on peut soutenir une dictature qui envahit des pays voisins, qui enlève des enfants? Et au nom de quel raisonnement de gauche on peut faire ça? Et pour revenir sur l'écologie, qui est plutôt le terrain de la gauche, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est un allié de choix pour l'écologie, d'après vous, ou au contraire ça a tendance à la desservir? Le paradoxe de la société dans laquelle on vit, c'est qu'il y a deux partis qui devraient avoir le vent en poupe. Les socialistes, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de social-démocratie, c'est-à-dire de mieux réfléchir le partage des richesses tout en favorisant la production de richesses. Au fond, le problème de la gauche, c'est quand elle pense que la solution, elle est dans le fait de capter la richesse qui est produite en l'empêchant. Alors que dans la réalité, pour partager le camembert, comme dirait l'autre, il vaut mieux qu'il soit grand. Donc l'enjeu, c'est à la fois de favoriser la production de richesses, mais de savoir mieux la partager. Et puis l'écologie, parce que enfin l'environnement a triomphé dans la tête des gens, mais assez bizarrement, ça ne profite pas aux partis qui devraient en être le porteur, aussi parce qu'ils s'égarent. Quel est le rapport entre l'écologie et Médine? Vous m'expliquez? Le caractère légèrement antisémite
pour ne pas dire d'une manière flagrante antisémite, me laisse m'horrifie. Et donc oui, il y a une partie de la gauche dans laquelle je ne me reconnais pas parce qu'elle pense par démagogie qu'en fait c'est ce qu'il faut vendre à l'opinion pour pouvoir gagner derrière. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il y a un enjeu de sincérité qui est plus important que l'enjeu de démagogie. Mais je suis triste pour eux que les écologistes n'aient pas réussi à faire ce mouvement qu'ils auraient pu faire, d'incarner une forme de modernité dans la société parce qu'ils ont réussi à imposer un sujet que le reste de la classe politique n'avait pas voulu prendre en compte suffisamment. Mais ce sujet leur a échappé, bizarrement, parce que leur sectarisme et leur exagération leur a coupé les ailes, on va dire, et fait qu'au fond, ils ont perdu beaucoup de crédibilité. La gauche, souvent, c'est la radicalité, la décroissance, la sobriété. Aujourd'hui, clairement, elle n'aime pas la publicité, la consommation. D'abord, ils n'ont jamais aimé la publicité. Hein. Donc, c'est pas nouveau. Et j'aurais tendance à dire que d'ailleurs, ils ont un rapport à la publicité qui est plus proche de la propagande que de la publicité. Ils n'ont pas compris la différence entre les deux. Mais est-ce qu'ils ont vraiment tort ? Est-ce qu'on ne doit pas, aujourd'hui, dans le monde actuel, arrêter de surconsommer ? Mais la publicité, ce n'est pas la surconsommation, c'est permettre la compétition entre des marques et des produits, c'est permettre l'irruption de propositions nouvelles. Et même si la publicité a été coupable à une époque d'accompagner le mouvement de surconsommation, la surconsommation n'était pas le produit de la publicité, la publicité était l'enfant de la surconsommation, elle n'en était pas la cause, elle en était l'effet. Et après, il faut définir ce qu'est la surconsommation pour une partie de nos compatriotes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez que le bio recule de 10% parce que les Français font des arbitrages à cause de l'inflation. La surconsommation, c'est bien là, on est dans le 17e. Hein. C'est un concept gentiment bobo, quoi. La surconsommation, c'est pour qui? C'est pas pour tous les Français. Hein. Juste, moi, ça fait longtemps que je fais la différence entre ce microcosme qui se regarde le nombril et qui vit dans l'entre-soi et la réalité des Français qui est tout autre. Et si on les avait interrogés sur est-ce que vous pensez que 89% des Français soutiennent le nom de Bernard Arnault au Resto du Cœur, ils ont dit mais jamais, c'est un scandale, ça prouve qu'ils sont trop riches, tout ça, etc. Voilà. Et donc ça fait longtemps que je vis, on va dire, avec ça. Je ne vous dis pas que ce n'est pas une blessure. Malheureusement, c'est un truc qui nous dépasse. Pour parler de vous, Stéphane Fuchs et d'Havas, comment dans la politique et dans la stratégie vous intégrez cette notion d'écologie, de transition énergétique, de RSE? Alors d'abord, les entreprises, depuis maintenant des années, s'interrogent et comprennent que même si le profit reste leur première raison d'être, il ne peut pas être leur seule raison d'être. Et je dirais même avant la popularisation de la RSE, la responsabilité des entreprises était un sujet en questionnement et en interrogation, qui va d'abord de pair avec les enjeux de régulation et après avec les enjeux de responsabilité dans l'action. C'était Michel Pébroux, dans un livre, donc le patron de BNP Paribas à l'époque, quand on a fait une étude sur la société de défiance généralisée en France, qui définissait assez bien les entreprises comme des comptoirs à l'âge du Moyen-Âge, des cités-États qui appliquaient les mêmes règles partout dans le monde et avaient au fond des règles de fonctionnement qui devenaient transnationales parce qu'au fond, elles donnaient plus de rationalité, plus de légitimité et plus de protection que ne le font les États. Veolia, cette semaine, a adopté un code de protection minimum pour les salariés partout dans le monde. Et je pense qu'on va vers ça, ouais. Et pourtant, ce n'est pas sous la pression des ONG et des journalistes. C'est-à-dire qu'il y a chez beaucoup de chefs d'entreprise, notamment, mais pas seulement de la nouvelle génération, une idée assez forte qui est que le rôle de l'entreprise, il est de répondre à des enjeux de la communauté et pas juste à un enjeu de production de profit pour ses propriétaires que sont les actionnaires. Mais vous, donc chez Havas, donc votre rôle est de les accompagner, évidemment, de les faire monter en compétences. Est-ce qu'il est envisageable, ou est-ce que par le passé c'est déjà arrivé, que vous refusiez un client qui justement était complètement à côté de la plaque ou pour des raisons écologiques ne répondait pas du tout les critères? Alors, beaucoup plus souvent que vous ne le pensez, à une réserve près, c'est que je refuse
que nous devenions un juge de moralité. J'ai tendance à dire que ce n'est pas moi qui fais les lois, et il y a ce qui est légal et il y a ce qui ne l'est pas. Donc si une entreprise du tabac me demande de travailler pour elle, sachant qu'elle ne peut pas faire de publicité, etc., mais qu'elle peut avoir besoin de conseils, etc., je n'ai pas de raison a priori de le refuser parce que si je fais ça, je m'érige avec un statut pour lequel je ne suis pas légitime. C'est pas moi qui fais les lois. Le jour où le tabac est interdit, le tabac est interdit. Donc comme un grand groupe pétrolier par exemple, c'est pareil, vous êtes aujourd'hui favorable à son accompagnement? Ben, oui, ou alors il faut interdire le pétrole. Qu'est-ce que vous pensez du greenwashing? Ben, nous, on a toujours été contre, donc on a toujours pensé que c'était une erreur. Mais est-ce que vous ressentez qu'il y a aujourd'hui des sociétés qui veulent mettre en avant des efforts de communication pour répondre justement à... Non, mais de moins en moins. Il y a vraiment une évolution dans le patronat. Je sais bien que le patron, c'est forcément l'ennemi, mais c'est des conneries. Il y a une vraie évolution dans le patronat, ce qui a été porté par l'Institut de l'entreprise, par Antoine Frérot et par d'autres. La loi APAX, qui quand même organise aussi un vrai progrès. Les réseaux sociaux aussi, qui ont permis la pression, de dénoncer... Mais la pression médiatique et populaire, tout ça concourt, mais d'abord une prise de conscience intellectuelle collective dans le patronat du fait que la responsabilité d'une entreprise, c'est de faire le bien, pas de compenser par du bien ce qu'on aurait fait de mal. Mais est-ce que tous les grands groupes aujourd'hui peuvent réellement se mettre au vert? Je vous donne un exemple parce que je l'ai trouvé fascinant. Quand Veolia aide à la décarbonation d'un site de production d'une entreprise chimique, parce qu'ils transforment les process, parce qu'ils recyclent, parce qu'ils retraitent à la fois les liquides, les fumées, etc. Vous avez au total, mettons, une décarbonation de 500 tonnes. Mais pour décarboner de ces 500 tonnes, vous produisez encore 100 tonnes de carbone. Le bilan carbone est formidable, il est de moins 400. Mais les agences de notation vous mettent plus 100 tonnes de carbone. Et donc, il faut bien, comme toujours, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de l'apparence. Il est temps qu'on se préoccupe collectivement, non pas de cacher le carbone en le revendant à des acteurs qui vont continuer à faire des centrales à charbon et au gaz. On n'a jamais acheté autant de gaz liquéfié russe que cette année. Oui, mais plutôt effectivement que de le compenser, il vaudrait mieux le réduire concrètement. Oui, mais sauf que quand on le réduit, aujourd'hui, eh ben, il n'y a pas de bonus pour l'entreprise qui a réduit, parce qu'au contraire, elle, on lui colle. Alors que ce qu'on devrait compter, c'est il y a 500 tonnes de décarbonés, il y en a 100 de produits, et tu as un solde de 400. On a reçu, il y a quelques semaines, Fabien Roussel, dans cette émission, qui lui, nous parle de nucléaire, de croissance, de viande. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à son positionnement à gauche ? Moi, j'aime bien Fabien Roussel, je ne le cache pas, il le sait. Vous pensez qu'il a raison de communiquer comme ça ? Oui, je pense qu'il a raison. Et après, j'en profite, il le sait. Moi, je pense qu'il a juste un problème, c'est un problème de marque. C'est que tout ce que vous dites porté par Fabien Roussel, ça va. Et quand vous dites Parti communiste, ça ne va plus. Parce que la marque Parti communiste porte une histoire et un ADN qui est plus complexe, on va dire. Hein, et que Fabien Roussel, ça ne suffit pas à effacer. Et à un moment donné, il faut mettre en cohérence le leadership et la marque. Mais donc vous pensez et notre métier, c'est un mot de cohérence et radicalité. Ben, soit vous réinventez la marque, et vous dites New, le nouveau Parti communiste, ou autre chose, soit vous la changez. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas pour un électeur comme moi, Fabien Roussel, on se dit, ah quand même, c'est bien quoi, c'est un vrai mec populaire, il pense la société, il n'est pas... voilà. Mais après, Parti communiste, c'est plus compliqué. On a beaucoup parlé de la gauche, de l'écologie, mais la droite, dans tout ça elle a apporté un projet qui est de rendre compatible, on va dire, l'économie et l'environnement. Je suis parfois surpris de voir qu'intellectuellement, ils sont en retard sur les chefs d'entreprise. À force d'avoir été le parti des entreprises, ils sont à la remorque des entreprises, alors que le rôle des politiques, c'est d'être devant. Et je trouve qu'à droite, il y en a quelques-uns qui font des efforts. Il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même panier. Il reste encore quelques gens qui réfléchissent et qui travaillent. Mais la production d'idées, globalement, est assez faible.
et notamment sur ces sujets. Et c'est ce qui explique que d'ailleurs, d'un certain point de vue, ils sont le meilleur allié des sectaires parce qu'ils participent à ce match idiot qui serait il faut choisir entre l'économie et l'écologie. Alors qu'on peut très bien allier les deux. Mais non, mais c'est pas qu'on peut. Il n'y a pas d'autre solution que de lier les deux, pardon. C'est-à-dire que si la perspective de l'écologie, c'est de perdre mon boulot, c'est de finir pauvre et de ne pas avoir d'appartement, de ne pas me chauffer l'hiver, etc., ça ne va pas être porteur hein, comme courant. Et donc, la réalité, c'est que la décarbonation du monde, l'accompagnement du changement climatique, les nouvelles formes de production et de consommation créent des espaces de croissance économique formidables. La réhabilitation des immeubles pour arrêter que ce soit des passoires thermiques, le développement des énergies décarbonées et demain autour de l'hydrogène et des nouvelles formes, les nouveaux modes de consommation, le recyclage, etc. En tout cas, moi, je ne crois pas que la droite réinvente quelque chose si elle ne sort pas du couloir de nage dans lequel elle s'est enfermée, qui n'est d'être que sur la sécurité et l'immigration, et d'avoir un discours aussi pauvre sur les sujets économiques et sociaux et environnementaux. Vous avez conseillé énormément d'hommes politiques français. De femmes aussi. Hein. De femmes et d'hommes politiques et de chefs d'État à l'étranger. Pourquoi aujourd'hui les COP qui se succèdent et s'enchaînent ne fonctionnent pas? Non mais d'abord, quand vous la faites à Dubaï, la prochaine, oui, ça vous fait sourire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est devenu une opération de com'. En tout cas, ça ne fait plus suffisamment avancer la cause. Je pense que le sujet, il est quand même que on a besoin de la norme pour créer de la contrainte et que ces normes fassent avancer la cause environnementale. Je vous donne un exemple. La Commission européenne a inventé ce truc génial pour les stations balnéaires qui était le pavillon bleu. Et en fait, vous avez le pavillon bleu si l'eau de vos plages n'est pas polluée parce que vous avez par ailleurs une station d'épuration, vous récupérez les eaux de pluie. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui font que vous avez le pavillon bleu que vous ne l'avez pas. Et donc, la Commission européenne, tous les ans, donne ou ne donne pas le pavillon bleu. Bah, les villes qui n'avaient pas le pavillon bleu, elles ont vite fait les investissements pour l'avoir. Et celles qui n'avaient pas de station d'épuration, mais qui du coup n'étaient pas pavillon bleu, ce qui fait que c'était pas très attractif pour les touristes, parce que quand même ça se voit et que c'est présent, etc. Et donc, je trouve que ces méthodes-là sont plus intelligentes. Merci Stéphane Fuchs d'avoir participé merci à vous. À l'émission du Déclic.